et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Lanterne. Aujourd'hui, notre invité, c'est Yaya Amadou-Sy. Il est juriste publiciste. Il est aussi docteur en droit public. Il est également politiste international. Nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Mohamed Sy. Et bonsoir à toute l'équipe de Padoa TV. Je te remercie pour l'invitation. Et j'espère que l'objet de ce débat sera vraiment atteint et que de bonnes choses vont sortir de ce débat. Merci beaucoup, M. Yaya Amadou-Sy. Alors, aujourd'hui, le dialogue national a démarré. Que pensez-vous, justement, des situations qui ont eu à secouer la scène politique après le report de la présidentielle? Je te remercie pour cette question. Je pense qu'il faut faire un contexte, il faut recontextualiser aujourd'hui l'objet du dialogue national. Il est nécessaire de revenir sur le fait que le président de la République a énoncé un décret à quelques heures. L'abrogation du décret. Oui, l'abrogation du premier décret visant à convoquer le corps électoral. Absolument. Et il l'a fait à 10 heures du démarrage de la campagne électorale. Donc il faut partir sur ce décret-là qui a secoué aujourd'hui l'organisation de nos pouvoirs publics, qui a secoué aujourd'hui aussi le processus des élections présidentielles. Alors pourquoi il faudrait revenir sur ce décret? Parce que ce décret, il a été énoncé à 10 heures de la campagne. Et ce décret est parti sur une illégalité administrative. Pourquoi? Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Parce que ce décret est venu abroger le premier décret qui visait à convoquer le corps électoral. Mais le président a les prérogatives d'abroger un décret. Effectivement. Oui. Il est parti de base sur la légalité. Oui. Mais je ne parle pas du fait qu'il ait énoncé le décret. Ça, ce sont ses prérogatives. D'accord. Mais ce décret a été énoncé sans être visé, du moins en visant un article qui n'a pas été adopté par l'organe législatif au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Et ça crée un problème, ça crée une illégalité juridique du fait que, avec ce décret, on a stoppé le processus électoral alors qu'il n'avait pas encore été publié. Ça crée un problème. Pourquoi? Parce qu'un décret, pour qu'il soit légal, il faudrait au préalable qu'il vise un article. Ici, en l'espèce, un article de la Constitution? Non, pas forcément un article de la Constitution. Il peut viser un article d'une loi. Un décret peut viser une loi. D'accord. Mais de base, il vise aussi une Constitution. Parce que on voit tout en haut d'un décret. Oui, parce qu'on est en matière électorale. Ici, en l'espèce, on est en matière électorale. Oui. Donc, et si on recontextualise, on était vers la modification d'un article de la Constitution. Donc, effectivement, ce décret visait un article de la Constitution. Mais il faut se rappeler que cet article n'était pas encore voté à l'Assemblée et adopté. Donc, Absolument. ça crée un problème. Absolument. Donc, si on commence par l'adoption ou pour l'énonciation de ce décret, on voit qu'il y a un problème dès la base. Oui, mais Pourquoi? le président, il y a des textes dans la Constitution qui disent, par exemple, quand il y a un problème, le président, lui, en tant que garant de la Constitution, il peut s'autosaisir et essayer de trouver des solutions. Effectivement, mais ici on reste sur la légalité du décret. Mais on a parlé de crise entre des institutions. Vous pensez qu'il y a une crise entre les institutions? Il y avait aucune crise. Les institutions n'ont jamais marché, n'ont jamais fonctionné comme elles fonctionnent du moins aujourd'hui au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'Assemblée nationale adopte des lois, vote des lois, contrôle des lois. Du moins, vote des lois. On voit que le Conseil constitutionnel contrôle les lois votées par l'Assemblée nationale. On voit que le président prend des décrets. Donc les institutions n'ont jamais fonctionné comme ça. Et si je reviens à mes explications, le décret qui a été énoncé et qui n'avait pas été publié a participé à l'arrêt du processus électoral. Absolument. C'est la première illégalité. Pourquoi? Parce que pour qu'un décret soit légal, il faudrait qu'il soit publié. Absolument. Et ici, en l'espèce, le décret avait comme support un article de la Constitution qui n'avait pas été encore adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on a vu qu'ils ont arrêté le processus sans pour autant mettre en place un décret. Et dans la hiérarchie des normes, on voit que ça n'existe nulle part. Après cela, on a vu que le Conseil constitutionnel, quand une partie des députés a attaqué ce décret et a attaqué la loi au motif qu'elle a été anticonstitutionnelle,
on a vu que le Conseil constitutionnel a rejeté déjà la loi, il a annulé la loi, et il a aussi annulé le décret. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que le fait d'attaquer une loi ou un décret permet de suspendre la loi. Et de ce fait, le processus devait continuer. Mais on a vu qu'en l'espèce, dans les faits, le processus a été stoppé illégalement. Oui, d'ailleurs même, quand la décision du Conseil constitutionnel a été publiée, alors nous avons vu qu'il y a eu réaction au niveau de la présidence avec leur communiqué disant qu'ils vont prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Effectivement. Mais aujourd'hui, si on parle du dialogue d'aujourd'hui, oui, on a un problème de temps. Mais j'expliquais pourquoi on avait un problème de temps. Parce que 3 jours après que la loi, que l'Assemblée nationale, qu'une partie de l'Assemblée nationale ait voté cette loi, on a vu que les députés de Yewwi, les députés de l'opposition, ils ont attaqué la loi au motif que la loi violait les articles 27, 103 et 103 alinéa 7 de la Constitution. Absolument. Avec ce D'où la recevabilité de la requête. Effectivement, avec ce recours, on avait un caractère suspensif. On avait une suspension de cette loi. Absolument. Donc il y avait un caractère suspensif de ce recours. Mais le problème en est que on devait continuer le processus électoral. Or, dans les faits, dans une situation de fait, on a vu que le processus a été stoppé, ce qui était aussi illégal. Donc, avec le recours, avec la décision du Conseil constitutionnel le 15, qui, dans ses considérants 14 et 20, donne au président de la République, rend au président de la République ses prérogatives pour fixer la date des élections, on a vu qu'il n'y avait pas une volonté pour ce dernier de fixer ces élections. D'où notre situation aujourd'hui avec le dialogue. Avant de venir sur le considérant 20, vous l'avez tantôt dit, alors, il y a eu, après la recevabilité de la requête, sur le fond, le Conseil constitutionnel a dit que il y a une violation des articles 27 et 103 dans la Constitution, d'où le nombre de mandats consécutifs à respecter et le principe d'intangibilité. Alors, qu'en dites-vous? Alors, concernant la recevabilité de la requête, il faut préciser que le Conseil constitutionnel, d'habitude, il rejetait les recours visant à voir la conformité d'une loi par rapport à la Constitution. Absolument. Donc naturellement, le Conseil constitutionnel avait l'habitude de rejeter ces recours. Toutefois, dans ces rejets, il précisait qu'il contrôlait si la forme de la République, la forme républicaine a été respectée, le nombre de mandats et la durée des mandats. Donc pourquoi il avait l'habitude de rejeter ces recours? Parce qu'en général, ces recours ne portaient pas sur ces trois principes. Aujourd'hui, on voit clairement que le recours porte sur ces 3 principes. Maintenant, si on entre dans le fond, le pourquoi du rejet, il ne faut pas oublier que moi, j'ai étudié plusieurs constitutions. Par exemple, nous, notre constitution découle de la constitution française de 1958. Mais avant ça, ils ont eu la première république, la monarchie absolue, la première république, le consulat, le directoire, l'empire, la deuxième république, deuxième empire, troisième république, quatrième république, cinquième république. Tout ça, ce sont des constitutions. Et dans ces constitutions, on voit que il y a toujours, ils n'ont jamais mis en place un caractère personnel de la Constitution et un caractère temporaire. Donc dans une Constitution, on ne peut pas mettre ces 2 caractères. Oui, mais par rapport à la modification, on peut parler de la temporalité. Avec cette modification, c'est là où il y a un problème. Oui. Il y a le caractère temporaire du moins, et le caractère personnel. Pourquoi vous le dites? Si, parce que l'article dit que fixe une date. Je n'ai jamais vu dans une Constitution où on fixait une date des élections. Ça n'existe pas, donc il y a ce caractère temporaire. Et l'article visait une personne aussi, le président de la République. Et un article de la Constitution doit être impersonnel. Donc c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel dit qu'ils ont violé le caractère permanent et impersonnel des lois de la Constitution. Donc ces articles disposaient ces deux aspects qui n'étaient pas du tout constitutionnels. Indépendamment de cela, on a vu que ces articles violaient les articles 27, 103 et 103 alinéa 7 de la Constitution. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel contrôle d'abord le nombre de mandats. La Constitution a été claire sur ce cas. Personne ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il contrôle aussi la durée des mandats. Absolument. La durée des mandats est de 5 ans. Donc tout ça, c'est dans l'article 27. Absolument. Et ici, on voit que aussi bien le nombre et la durée du mandat ont été violés. Parce qu'en prolongeant, dans cet article 31 modifié, la date des élections, les députés violent aussi bien la durée, parce que c'est plus de 5 ans, et le nombre de mandats ont dépassé les 2 mandats. Il y avait une dérogation. Maintenant,
Sur les articles 103 et 103 alinéa 7, il y a deux principes fondamentaux qui ont été violés aussi. D'abord, c'est la forme républicaine. La République, c'est la Respublica, la chose publique. Absolument. C'est ce qui est contraire à la monarchie, à l'autocratie. Donc, ça, c'est un principe corollaire à la démocratie où on fait appel au vote. Et ici, on voit que le fait de prolonger le mandat, on sort dans le cadre de la République et on va dans un cadre où le président n'est plus légitime par la voie du vote, mais par la voie d'une autre procédure. Par rapport à la légitimité du président, oui. Certains ont parlé du 2 avril, qui signifie justement la date de passation du pouvoir du président sur place. Alors, par rapport au report, on en parlait d'un report qui a eu lieu en 1968. Là, on parlait de révision de la Constitution. Mais là, on nous parle de dérogation. Je vais revenir sur ça. Oui. Avec cette forme républicaine, on voit qu'on viole cet article, l'article 31 viole, l'article 31 modifié du MES viole cette forme républicaine qui a été mise en place, qui a été mise en avant, prônée par cet article 103. Maintenant, il reste le dernier principe qui est le fait qu'on ne peut plus déroger à ces normes. C'est-à-dire, on ne peut plus remettre en cause ou remettre en considération les deux mandats. C'est-à-dire, on a bloqué, on a verrouillé la Constitution avec l'article 103 alinéa 7. Donc, ce sont ces quatre principes qui font que cet article 31, dans le fond, est allé à l'encontre de la Constitution, qui est le texte suprême de notre pays. Absolument. Maintenant, pour revenir à ta question, ici, on parle plus de prolongation, mais on parle de... On parle de dérogation. On parle de dérogation. Oui. On utilise n'importe quel terme pour valider, pour moi, Est-ce qu'on peut parler de dérogation? Non. Pourquoi? Parce qu'on voit une multitude de manières d'interpréter ou d'interprétation de l'article 36 de la Constitution. Parce qu'en réalité, c'est l'article 36 de la Constitution, dans un de ses alinéas, qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. L'alinéa 2. C'est l'alinéa 2, effectivement. Oui. Mais je pense qu'il y a une interprétation biaisée de cet article. Alors, quelle est votre interprétation, vous? Bon, je vais essayer de faire une analyse plutôt scientifique. Alors, pourquoi? Okay, d'accord. Parce qu'on dit que cet article-là prend en considération le fait que le président attend son successeur dans les termes prévus par l'article 31, c'est-à-dire dans des situations normales. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation normale, on est dans une situation exceptionnelle qui est inédite. Pourquoi? Parce que, supposons, hier, on devait voter des élections, le premier tour. S'il y avait un président élu au premier tour, on allait avoir deux présidents jusqu'au 2 avril. Parce que le mandat du président court jusqu'au 2 avril. Dans ce contexte, on dit que le président reste en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Parce qu'à partir du 25 avril, si on avait un président élu au premier tour, on allait avoir deux présidents en même temps, le président sortant et le président élu. Sauf que le président sortant, son mandat court jusqu'au 2 avril. Donc dans ces contextes et dans ces circonstances, il est tenu de rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de son successeur le 2. Maintenant, cela ne répond pas, l'article 2, cet alinéa correspond à cette interprétation. Mais nous, on est dans une situation qui est inédite. Aujourd'hui, à partir du 2, on n'est plus dans les mêmes dispositions que l'article 31 de la Constitution. Donc de fait, on est dans une situation de fait. Et à partir de cela, il revient au Conseil constitutionnel de constater une vacance des pouvoirs. Parce qu'on est en temps de carence. Il revient au Conseil constitutionnel de constater une vacance du pouvoir. Parce que sinon, ça allait être trop simple. Le président pouvait rester ici jusqu'en 2035 et dire que j'attends mon successeur, sans pour autant organiser des élections. Alors, est-ce la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel, dans son considérant 20 de la décision, de dire aux autorités compétentes de tenir les élections dans les meilleurs délais? Alors, il y a une interprétation aussi sur cette expression, les meilleurs délais. Les meilleurs délais, bon, on est dans la sémantique aujourd'hui. Oui, mais le Conseil, en droit, le Conseil constitutionnel, il est tenu de respecter aussi, d'utiliser des termes corrects, des termes juridiques. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà regrouper deux considérants qui traitent du fond du dossier. Les considérants 14 et les considérants 20. Absolument. Le considérant 14 dit que le président le président ne peut plus occuper ses fonctions au-delà du 2 avril. D'accord. Ensuite, qu'il ne peut pas fixer une date au-delà du 2 avril. Parce que le 2 avril, il n'a plus de légitimité, il n'a plus de légalité. Donc, il ne peut plus prendre un acte qui est légal et il n'a plus de légitimité. Donc, et il dit dans son considérant 20 que le président doit tenir des élections dans les meilleurs délais.
mais tout en respectant la date qui a été énoncée dans le considérant 14. Donc, en quelque sorte, parce que si on suit normalement, de manière constitutionnelle, les dates qui ont été prévues pour la convocation du corps électoral, c'était entre 45 et 30 jours. Donc, jusqu'au 3 mars, ils pouvaient légalement convoquer le corps électoral. Mais là, on voit une volonté manifeste de ne pas fixer une date et de gagner du temps. Alors, il y a aussi des questions qui se posent sur la convocation du corps électoral, puisque le décret a été abrogé, mais annulé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que le président devra alors convoquer à nouveau le corps électoral par un décret? Effectivement, il doit, parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, il précise qu'aujourd'hui, la date ne pouvait plus. Les élections ne pouvaient plus se tenir le 25. Donc, vu qu'on est dans une situation exceptionnelle, il fallait réadapter les différents mouvements qui ont eu sur le processus électoral. De fait, le président de la République, c'est lui qui est habilité, c'est lui qui a les prérogatives à partir par l'article 30 de convoquer le corps électoral. C'est la raison pour laquelle même le Conseil constitutionnel lui a renvoyé la décision de convocation du corps électoral. Parce que lui, il ne pouvait pas corriger, voire contrôler même la conformité d'une loi et en même temps violer la Constitution. Absolument. Parce que la Constitution l'article 30 de la Constitution prévoit que c'est le président de la République qui est habilité, qui a les prérogatives pour convoquer le corps électoral. Vu qu'il a il a annulé le décret d'abrogation et que le premier décret visait à convoquer le corps électoral à partir du 25 et que cette date ne peut plus se tenir, absolument, il est obligé, c'est lui qui a les prérogatives pour fixer la date et convoquer le corps électoral. Alors là, on a même parlé de dialogue. Oui. Est-ce que, à la fin de ce dialogue, si par exemple le président de la République décide de réouvrir le processus pour la participation d'autres candidats qui ont été recalés ou qui n'ont pas eu la possibilité de participer à cette élection, est-ce que cette décision pourrait même se prévaloir d'une légalité? Vous savez, nous sommes en théorie, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit est un état en vertu duquel les décisions, le droit prévaloir sur les autorités publiques et sur aussi les différents pouvoirs publics. D'accord. Donc ici, on voit qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. Et l'article 92 de la Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Absolument. C'est-à-dire que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux différents pouvoirs publics. Erga omnes. Erga omnes s'imposent aux institutions. Et aujourd'hui, vouloir reprendre le processus électoral est synonyme de violer les décisions du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que dans sa première décision, le Conseil constitutionnel n'a pas annulé la procédure. Non, il a donc annulé... on ne parle pas de pouvoir discrétionnaire. Non, non. C'est la Constitution qui donne au Conseil constitutionnel les pouvoirs prérogatifs. Moi, quand je faisais des analyses, je disais souvent que le président de la République dans nos pays avait beaucoup plus de prérogatives que les rois dans le royaume. D'accord. Mais aujourd'hui, dans l'évolution jurisprudentielle de notre pays, on voit que, mine de rien, son pouvoir est un peu encadré par le pouvoir du Conseil constitutionnel. Et c'est à saluer, parce que si on n'avait pas ça, on serait vraiment dans une sorte d'impasse. Donc aujourd'hui, les décisions du Conseil constitutionnel doivent s'imposer au président de la République. Absolument. À travers l'article 92 de la Constitution. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision, il n'a pas annulé la procédure. D'ailleurs, quand Rose Wardini a retiré sa candidature, le Conseil constitutionnel, dans sa dernière décision, il a dit que la procédure se poursuit. Donc aujourd'hui, c'est les candidats qui ont été retenus, normalement, qui doivent continuer la procédure, et c'est avec eux qu'il faut organiser les élections. Vouloir aujourd'hui renoncer à cette procédure et créer une nouvelle procédure reviendrait à violer aussi bien la démocratie, l'état de droit que les décisions du Conseil constitutionnel. Alors ce qui est même en train de se passer, c'est que là, on parle même, si je peux bien le citer, du candidat Karim Wade, qui s'est même tenu à dire que le report est une bonne chose par rapport à la démocratie et surtout que le processus doit être réouvert pour qu'il puisse participer et pour bien sûr réaffirmer l'état de droit et la démocratie que le Sénégal est en train de vivre. Je pense que ça, c'est sa conception de la démocratie et de l'état de droit.
Mais aujourd'hui, au Sénégal, nous vivons une situation qui est extrêmement complexe. Parce que ces décisions des pouvoirs publics ou cette décision du président de la République aura des impacts aussi bien dans le cadre de la sécurité, dans le cadre économique et dans d'autres cadres, dans d'autres petites fonctions de la politique. Donc, aujourd'hui, vouloir dire que ce processus, le fait de réouvrir le dossier, permettra d'affirmer notre état de droit, pour moi, c'est un manque de respect à l'égard de toute la population sénégalaise. Pourquoi? Parce que je pense que les politiciens doivent mettre de côté leurs petites personnes pour aussi faire valoir l'intérêt général. Dans les pays de la sous-région, on voit que la situation est très compliquée là-bas. Et eux, au moins, ils font des troisièmes mandats. Mais ici, on est dans une situation que personne ne peut expliquer. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'organise pas d'élection présidentielle. On va tout droit vers une monarchie. Parce qu'à partir du 2, le président n'a aucune légitimité. Parce que sa légitimité découle d'un mandat. Oui, mais il a dit qu'il quitte ses fonctions le 2 avril. Non, il a dit, personne ne sait ce qu'il a dit. Il a dit qu'il quitte ses fonctions le 2 avril. Non, il n'a pas dit qu'il quitte ses fonctions. Il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président. Mais maintenant, il faudrait voir comment on va s'organiser pour organiser des élections. Donc, vous savez, Bossuet, il dit Dieu rit ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. On ne peut pas faire une chose et vouloir avoir les résultats de son contraire. Mais dans une situation exceptionnelle, est-ce qu'il peut y avoir d'autres solutions à part essayer de trouver... non, il y a des solutions. La Constitution a prévu une vacance des pouvoirs. La Constitution a prévu qu'à partir du 2, à partir du 2, le président n'a aucune légitimité. Et il ne peut pas attendre son successeur en vertu de l'article 31 de la Constitution. Donc, de fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du 2, le Conseil constitutionnel a tous les pouvoirs et habilité à constater une vacance des pouvoirs et d'investir le président de l'Assemblée nationale qui aura entre 60 à 90 jours pour organiser des élections. Donc, aujourd'hui, vouloir se maintenir au pouvoir sans avoir un mandat, c'est comme quitter la démocratie et entrer dans une monarchie. Parce qu'à partir de là, on n'est plus dans une république. On entre dans un autre type de forme politique. Donc ici, on n'est plus dans une démocratie à partir de 2. Aujourd'hui, si le PDS ou l'APR veut prolonger les élections, c'est juste pour leurs intérêts purement personnels. Mais pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt général, il faudrait mieux fixer une date et essayer d'évoluer dans le sens de la paix et de la sécurité. Alors, par rapport à l'ensemble des règles juridiques qui régissent le fonctionnement d'un état de droit, vous, en tant que politiste international, par rapport à la démocratie à l'échelle mondiale, que pensez-vous que le Sénégal puisse faire pour bien non seulement rétablir l'état de droit, mais aussi avoir cette image de vitrine démocratique? Le seul aspect positif qui découle de la durée du président Macky Sall à la tête du pouvoir, c'est qu'il nous a montré les carences de l'organisation de nos pouvoirs publics. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que... Là, on parle de l'administration et... Non, je reviens sur l'état de droit même, sur l'objet de votre question. D'accord. Parce qu'un état de droit, il est composé de 3 critères. Le premier, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Le deuxième, c'est le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Et le troisième, c'est la séparation des pouvoirs. Et durant les 12 dernières années, on a vu que tous ces 3 principes ont été violés d'un nombre qu'on ne peut pas compter. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Ici, on voit nettement qu'il y a une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi? Parce que pour des mêmes situations, aujourd'hui, il y a des traitements qui sont différents dans notre pays. Et ça, c'est un aspect de l'état de droit qu'il faudrait veiller pour qu'on puisse évoluer dans ce sens, dans le sens de la démocratie. Le deuxième, c'est le respect de la hiérarchie des normes. D'accord. Il y a moins d'1 an, plusieurs décisions de justice ont été rendues par nos différents tribunaux et nos différentes cours que l'administration a refusé de respecter. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que le Conseil constitutionnel a sorti une décision que les pouvoirs publics refusent de respecter. Donc ça, c'est une rupture d'un état de droit. Et le troisième, c'est la séparation des pouvoirs. Le troisième critère. Aujourd'hui, on n'a pas une séparation nette des pouvoirs. Aujourd'hui, on voit que la justice, elle est de fait et de droit sous la tutelle de l'exécutif, ce qui constitue l'un des plus grands problèmes de notre Constitution. Le président a dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs. La justice
est sous la tutelle de l'exécutif. Et la justice est un élément fondamental pour garantir la paix, pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi. Absolument. Mais si on est dans une organisation des pouvoirs politiques en vertu de laquelle la justice est sous la tutelle de l'exécutif, on aura des problèmes. Et ici, il y a eu des répercussions sur ça. Pourquoi? Par exemple, on a vu que durant toutes ces dernières années, on a utilisé des manœuvres judiciaires pour mettre en prison ou peut-être pour empêcher à certains citoyens de se présenter. D'accord. Par exemple, le procureur de la République, qui est aujourd'hui le maître de l'opportunité des poursuites, il a utilisé plusieurs fois ses droits pour mettre des opposants dans des situations très compliquées. Maintenant, c'est la loi qui lui permet cela. C'est l'agencement de nos juridictions, c'est l'agencement de notre législation qui lui permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place ces mécanismes. Mais où situer la responsabilité? Si aujourd'hui on dit que la démocratie, le principe fondamental, c'est la séparation des pouvoirs, et on parle d'un rapport entre le judiciaire et l'exécutif. Donc moi je pense que dans cet aspect-là, oui. Dans ce cadre-là, moi je pense que la faute, je pense que la responsabilité elle est partagée. Parce que c'est à nous aussi de connaître nos droits et c'est à nous de connaître aussi l'organisation de nos pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que si dans cet état, on voit nettement qu'il y a une inégalité entre les citoyens et que cette inégalité elle est flagrante, il revient à la population et il revient aux composants de cet état de prendre du recul par rapport à nos textes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, faire des réformes judiciaires, faire des réformes institutionnelles, c'est un défi pour la reconstitution de notre pays. C'est un défi pour remettre la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, tant qu'il y a cette séparation, tant qu'il y a l'absence de cette séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, on aura d'énormes problèmes pour asseoir un état de droit et une démocratie au Sénégal. Et ça touche aussi à notre bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que si on est du côté du gouvernement et qu'on fait l'objet de soupçons de détournement, par exemple, on voit que le procureur est le maître de l'opportunité des poursuites. C'est à lui de voir s'il est opportun pour poursuivre quelqu'un ou pas. En général, dans les faits, on voit que si on est du côté du gouvernement, on n'a pas l'habitude d'être poursuivi, on n'a pas l'habitude de voir nos dossiers sur la table du procureur. Ça crée une rupture d'égalité. Alors là, je vais faire une brèche. L'ancien procureur, Serigne Bassirou Gueye, a été nommé au poste de directeur de l'OFNAC, oui. Donc qui est non seulement un organe pour justement oui. Vous confirmer par rapport à vos dires qu'il doit y avoir non seulement la réaction de l'état de droit par rapport à ces situations. Effectivement. Et ça aussi, c'est un autre problème. Mais que pensez-vous de cet aspect? Il y a deux problèmes sur cet aspect-là. Premier, oui. C'est que je vais poursuivre. Oui. Si on ne change pas cette formulation de la justice ou des prérogatives du procureur, on aura toujours des problèmes. Ensuite, sur les modes de nomination, on voit aussi qu'il y a un problème. D'abord pour les magistrats de l'état de siège, parce que eux, ils bénéficient du principe, ils ont le bénéfice du principe d'inamovibilité, c'est-à-dire ils ne peuvent être déplacés sans leur consentement. Mais on voit à travers les lois organiques, avec l'intérim et la nécessité de service, qu'ils peuvent être déplacés sans qu'il y ait une violation de leurs droits manifestes. Donc ça, on voit que c'est un problème. Il faudrait sécuriser ce principe d'inamovibilité. Même pour les modes de nomination. Au Sénégal, c'est le ministre de la Justice qui propose et le président qui approuve. Ça, c'est un problème. Parce que le mode de nomination découle, en fin de compte, toute la procédure du mode de nomination découle de l'exécutif. Et ça rend biaisé ce processus. Ça rend biaisé la transparence sur la nomination. Et même du regard des citoyens. Effectivement. Je donne un exemple. Aux États-Unis, pour le mode de nomination, il y a une séparation entre la proposition et l'adoption et la confirmation. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'organe législatif qui propose et le Sénat? Oui, et c'est l'exécutif qui approuve. Donc il y a une séparation sur la procédure de nomination. Or ici, tel n'est pas le cas. Ici, toute la procédure de nomination découle en réalité du président de la République. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui remettent en cause notre état de droit et notre démocratie. Et ça se sent aujourd'hui avec le dialogue qui a été mis en place par le président. Pourquoi?
Parce qu'à l'issue de ce dialogue, on aura des recommandations. Et le problème qui se pose est que est-ce que ces recommandations vont prévaloir sur une décision du Conseil constitutionnel? Ça, c'est une rupture manifeste de la démocratie et de l'état de droit. Parce que les recommandations de dialogue ne peuvent pas prévaloir sur une décision du Conseil constitutionnel qui doit s'imposer au pouvoir politique et aux différents dirigeants. Alors là, on peut dire que le dialogue n'est pas reconnu par la Constitution. Non, le dialogue n'est ni une instance officielle, le dialogue n'a aucune valeur juridique. Aujourd'hui, aucune recommandation du dialogue ne peut prévaloir sur une décision du Conseil constitutionnel. C'est illogique même. Le dialogue, c'est juste pour gagner du temps et peut-être ne pas organiser des élections d'ici le 2 avril. Alors, on va sortir de l'aspect technique, on va parler de politique. Vous militiez dans le parti Gamsa Bop, du président Bougane Gueye, mais pourquoi vous riez? Effectivement. Alors vous étiez militant à Gamsa Bop. J'étais cadre. Récemment. J'étais cadre à Gamsa Bop. Oui, vous étiez dans la cellule des cadres du parti. Alors, nous avons vu récemment que vous avez fait un post sur Facebook pour dire que vous n'êtes plus membre de Gamsa Bop. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons qui vous ont poussé à intégrer ce parti, mais aussi à quitter ce parti? En notant un record, M. Yaya Amadou-Sy. Effectivement, j'ai intégré le parti Gamsa Bop au mois de juillet passé. Oui. Parce que j'ai rencontré le président Bougane, que je salue et que je remercie au passage. Je l'ai rencontré, il avait regardé mes chroniques juridiques. D'accord. Il s'est approché de moi et il m'a demandé de l'accompagner pour les élections présidentielles. Donc je l'ai rencontré, il a eu confiance en moi et il m'a demandé de venir le rejoindre dans son parti pour travailler avec lui. Il m'a aussi convaincu sur sa position politique par rapport au fonctionnement aujourd'hui du Sénégal. Et sur la base de cela, on a travaillé ensemble. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées à l'interne dont je ne pourrais pas évoquer ici. Mais d'une manière générale, je suis sorti du parti parce que j'ai constaté que on ne partageait plus les mêmes visions politiques, où je ne voyais plus les mêmes les propos, mais M. Yaya Amadou-Sy, les orientations. En temps record, M. Yaya Sy, en temps record. Vous savez, quand j'ai intégré Gamsa Bop, j'ai eu la liberté de défendre mes propos. Oui. Pourquoi j'ai eu cette liberté de défendre mes convictions? C'est parce que mes convictions étaient de pair avec la ligne directrice du parti. Oui. Maintenant, récemment, j'ai vu qu'il y avait une rupture entre mes convictions et la ligne directrice du parti. Parce que moi... Mais vous parlez de quelle rupture? Mais Gamsa Bop est dans sa logique. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Moi, je suis pour... Je ne dis pas que je suis pour l'opposition d'une manière générale ou d'une manière continue, oui, mais je suis pour l'intérêt général. Moi, je suis pour des principes. Je défends des principes. Je suis du côté des faibles, je suis du côté de la population. Récemment, j'ai vu que, par exemple, moi, je faisais partie des candidats qui étaient spoliés. Donc, c'était un peu dur pour nous, mais comme je viens de le dire, l'article 92 de la Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir. Nous sommes susceptibles d'aucune voie de recours. D'aucune voie de recours. Absolument. Et j'ai constaté que... Et pourtant, le parti Gamsa Bop n'a pas initié ou même fait semblant de... Non, ce n'est pas la question de faire semblant, mais le parti Gamsa Bop a signé un communiqué ou a signé un document qui atteste qu'il fallait revoir les élections, ou il fallait revoir, voire même reporter les élections. N'est-ce pas un signe de montrer qu'on n'est pas d'accord dans une décision, mais pas un recours quand même? Bon, c'est peut-être un signe, mais moi j'étais contre ces principes, et du fait aussi que récemment il y a eu plusieurs manifestations à Dakar. Donc Dakar était pratiquement en feu et que j'ai vu mon président qui était en Côte d'Ivoire en train de savourer la grande finale. Ça par contre je n'ai pas supporté. Et c'est un des motifs, et d'autres motifs dont je ne peux pas évoquer ici, qui ont fait que je n'ai pas pu continuer à... Mais où est le rapport, M. Amadou-Sy? Le rapport? Où est le rapport? C'est une question de conviction. Moi par exemple, je suis pour
Je suis pour la bonne marche de notre démocratie. Je suis pour le citoyen sénégalais. Je suis pour l'évolution économique, juridique de notre pays. Donc quand je vois qu'il y a Dakar, que c'est très compliqué au Sénégal, et que vraiment ça c'est pas important pour une personne, je ne peux pas être avec cette personne-là. C'est une des raisons qui ont fait que j'ai quitté le parti. Toutefois, je remercie cette personne parce qu'il a eu confiance en moi. Et moi aussi, je sais qu'il a beaucoup de qualités. Mais pour des questions de conviction, pour des questions de principe, je n'ai pas pu continuer de travailler avec lui. Alors là, vous n'êtes plus dans Gëm Sa Bopp. Est-ce que vous avez un projet par rapport à un ultérieur parti, non seulement de l'opposition, ou bien de la majorité sur place, une majorité sortante même? Bon, naturellement, parce que je suis intéressé par les questions politiques, je suis intéressé par les questions de la société. Oui. Donc, forcément, je vais m'engager dans un autre parti. Je vais continuer à faire de la politique. Maintenant, faire de la politique du côté de la majorité, ça c'est impensable. Ah oui? La majorité actuelle qui est là, c'est impensable aujourd'hui de faire. Pourquoi vous le dites? Parce que je suis. Mais dans la majorité, il y a des gens qui ont beaucoup de principes et voilà, qui ont une bonne vision de la politique. Je ne prends pas des principes ou des convictions qui sont personnelles, mais je prends des convictions dans sa généralité, dans sa globalité. D'accord. Aujourd'hui, l'œil du parti, l'œil de la majorité. Effectivement. Aujourd'hui, je ne peux pas intégrer un parti dont je ne partage pas avec lui les mêmes principes et les mêmes convictions. D'accord. Comme je viens de le dire avec le parti que je viens de quitter, donc aujourd'hui, j'ai toujours été contre le mode de fonctionnement et les modalités de gestion de Benno Bokk Yakaar. C'est tout à fait, je n'ai rien contre le parti, mais aujourd'hui le fonctionnement. Mais Benno Bokk Yakaar, il y a beaucoup de partis qui sont dans la coalition et les différents partis quand ils se regroupent, chacun a sa vision, mais voilà, une fois arrivé à des joutes électorales, ils s'imposent. Vous savez, moi, je suis un juriste. Donc, tout ce qui touche à la démocratie, à l'état de droit, au fonctionnement de nos institutions, au fonctionnement de nos textes, moi, j'y prête beaucoup d'attention. Je fais beaucoup attention à ces principes-là. Et aujourd'hui, durant les 12 dernières années, on a vu que le Benno Bokk Yakaar, ils ont eu un manque de respect qui est flagrant, qui est total à l'endroit de ces textes. Et moi, c'est une des choses qui fait que je partage pas les mêmes convictions avec ce parti. Donc c'est la raison pour laquelle je ne pense... Cette coalition, d'une autre manière, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas pouvoir m'engager dans ce genre de parti. Alors, je suis plus proche aujourd'hui de l'opposition. Je suis 10 000 fois plus proche de l'opposition que du parti au pouvoir. D'accord. Alors, M. Yaya Amadou Sy, nous allons bientôt tenir la fin de cette émission. Votre dernier mot, c'est quoi? Alors, mon dernier mot est que d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue aussi le travail que fait Patte d'Oie TV dans notre belle commune, qui demande aussi à revoir aussi... Ah oui, le fonctionnement? Le fonctionnement, effectivement, parce qu'on voit nettement qu'ils sont à quasiment au moitié de leur mandat et que vraiment les promesses n'ont toujours pas été tenues. Ah oui? Oui, on voit plus des manquements que des promesses, qu'une mise en place de ce qu'on attendait d'eux en fait. Donc aujourd'hui, c'est pas une critique, mais c'est plus une motivation pour l'actuel maire d'accentuer son travail et d'essayer d'aller de l'avant. Donc je te remercie, je vous remercie, je remercie M. Mboup. Et vraiment, espérons que le Sénégal dépasse cette situation, cette phase qui est un peu compliquée et que le pays sort gagnant de cette situation. Merci beaucoup. C'était M. Yaya Amadou Sy, juriste et publiciste, docteur en droit public, politiste international. Merci à l'équipe technique, plus précisément M. Ousmane Mboup. Merci à vous. À la prochaine.